Bonjour, chers amis, chers spectateurs du Cercle Aristote. Bienvenue en pleine vacances pour certains dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Mais comme dit, actualité oblige et double actualité qu'on va traiter dans cette vidéo. Non seulement nous tournons ça le 8 juillet, la sortie du nouveau livre de notre ami Romain Molina. Romain, bonjour. Écoute, bonjour à toi, merci pour l'invitation. Et puis c'est normal. Et puis bien évidemment, c'est en plus ça tombe bien. Je pense qu'aussi tu avais visé cette date parfaitement puisque dans quelques jours, quelques semaines commenceront les ou pas, on ne sait pas. Enfin voilà, en tout cas sont prévus les JO de Paris 2024 et justement. Tu nous reviens avec, parce que tu n'en es évidemment pas à ton coup d'essai, hein, tu as fait de nombreux ouvrages, mais tu reviens avec ton nouvel ouvrage qui s'appelle Le Livre Noir des Jeux Olympiques. Euh, En gros, de tout, on va parler de plein de choses, de ce qui se passe au niveau du comité, des instances dirigeantes. On va parler évidemment de l'organisation des JO de Paris. On va parler des réseaux qui y a à l'intérieur. On va parler de tout ça dans cette vidéo d'actualité et de promotion. Mais premièrement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Comment tu l'as pensé? Quelle était la construction au départ? Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Évidemment, on va pas spoiler. Hein, le but, c'est que les gens le lisent, mais donner un peu envie aux lecteurs. Écoute, j'ai tellement de contenu que j'aurais pu en faire 2 ou 3. Mais mon idée, c'était, suite mes 2 derniers ouvrages qui étaient des ouvrages vers 10 €, assez simples dans le sens, mais ni trop long ni trop court. Ça s'appelait l'industrie du foot 1 et 2. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un bonus, un add-on pour les Jeux Olympiques, tu vois, de toute cette industrie sportive. Pourquoi j'ai pu faire ça? C'est qu'en novembre dernier, il y a une plateforme internet qui s'est créée qui s'appelle The Inquisitor, fondée par un Allemand qui s'appelle Jens Van Reich, qui est plus ou moins l'un des plus grands journalismes autour de l'olympisme, ce qu'on appelle l'olympisme, qui est un monde complètement différent de la FIFA. Et en fait, je suis l'un des cofondateurs. Et en fait, j'ai baigné avec, je dirais, la crème des journalistes d'investigation sportifs. Avant, je connaissais surtout ceux du foot. Là, j'ai eu ceux du biathlon, de la natation, de la gym, du pentathlon, bref, de plein de disciplines liées à l'olympisme, et notamment le CIO, le Comité international olympique. Et donc, au fur et à mesure, forcément, tu commences à appréhender ce qu'est ce mouvement, qui est une monstruosité probablement comparable à une secte, parce que tu es coopté à l'intérieur par des membres qui sont déjà là, des fois pendant 3 décennies, t'as aucune, mais alors, déjà la FIFA n'est pas transparente, mais la FIFA à côté est un modèle de démocratie. Pour te dire à quel point le CIO est innommable. Et donc, en fait, ça m'a permis de détricoter toute la propagande, s'il faut appeler un chat, liée aux Jeux Olympiques et principalement autour de Paris 2024. Donc l'idée de l'ouvrage, c'était de montrer ce qu'était réellement le mouvement olympique et cette famille olympique, parce que tous les dirigeants, tu remarqueras de droite comme de gauche, dès qu'il y a des JO, ils te parlent des valeurs olympiques. Alors les valeurs olympiques, on va se rendre compte que c'est l'expérimentation humaine, que ça a dépassé le stade du dopage dans certains cas. Toujours une couverture, évidemment. Mouvement, comme je te dis, on pourrait le comparer à une espèce de société secrète haute, parce que pour que les gens comprennent la FIFA, il y a un minimum de démocratie. Alors attention, faut aller la chercher, mais quand même, sur le principe, un pays égale un vote. Ah non, le CEO, c'est pas ça. Hein. Il y a 105 membres actifs, des fois plusieurs d'un même pays. Tu sais même pas comment ils peuvent arriver là. Aucune transparence. Il y en a, ils siègent dans plein de commissions. Et je vais juste donner un exemple pour vous montrer à quel point c'est une monstruosité. L'un des princes totémiques de l'Olympisme, c'est un Australien. Il s'appelle John Coates. Il vient de l'Aviron. Bon. Il a été président du comité olympique australien pendant quasiment 30 ans. Enfin bon. Le mec, il s'écrivait lui-même des autolettres de recommandation. Qui faisait envoyer ça aux autres personnes pour aller dans des comités. C'est génial. Et on l'a sorti dans le Guardian, celle-là. Et il y a 2 ans, parce que je fais pas mal d'enquêtes aussi pour le quotidien anglais de Guardian, on publie des bandes audio qui avaient disparu, où il se vantait à l'époque d'avoir acheté des votes kenyans et ougandais pour les Jeux Olympiques de Sydney 2000. Bon. Il s'en vante, hein. Il t'explique, voilà, on a donné des bourses, décidé. La réponse du CEO, parce que je veux dire, normalement, c'est quand même grave. Le mec, il a acheté des votes, il te le dit. Mais le CEO, il a la réponse magique. Il te dit oui, mais à l'époque, ce n'était pas écrit dans le règlement que c'était interdit. Donc ça passe. Bah oui, ils l'ont pas noté, il n'a pas le droit d'acheter des votes. C'est beau quand même l'explication pour sauver le mec. Et là, tu te dis, bon, le mec est quand même borderline et tout. Alors, écoute, dans le livre, les gens pourront le voir, j'ai dû mettre des tirets
tellement il est cumulard. Ça fait quasiment 2 pages. Tu vois, même à côté, un politicien français est moins cumulard que John Coates. Faut imaginer, hein. Et là, le fin du fin, c'est que dans le sport, tu as une instance suprême juridictionnelle, qui s'appelle le TAS, le Tribunal arbitral du sport, financé notamment par le Comité international olympique et la FIFA. Bref. Et le président de ce tribunal-là, donc de la plus haute juridiction sportive au monde, c'est ce fameux John Coates, le même mec qui a acheté des voix africaines. Alors je me dis, si lui, c'est le patron de la justice sportive, alors qu'il se vante d'avoir acheté les votes, ah bah avec ça, je me dis non mais c'est ces valeurs olympiques qu'on aime. Donc le livre, il part de ce principe-là et il va s'acheminer avec aussi beaucoup d'humains, la vie de ces athlètes en France qui vont faire les Jeux mais qui en fait sont dans une précarité absolue parce que eux ils sont pas dans les 5 étoiles et les fastes. Alors je parle pas des top stars, hein, je parle des autres en fait. Et c'est déjà énorme d'être au jeu, de faire les minima. Faut imaginer que c'est dans les meilleurs sportifs du monde entier. Ce sont déjà peut-être des exceptions. Mais en fait, tu les vois, ils font des cagnottes. Enfin, il y a une précarité terrible, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent public mis dans le sport en France. Mais ça appartient aux fédérations, la plupart sont en déficit, et à leurs dirigeants. Donc c'était montrer ce contraste, et puis derrière, montrer que de droite comme de gauche, il y a une frénésie pour l'olympisme en France, avec toutes ces dérives, et comment la France s'est couchée, à l'instar d'autres pays, devant les demandes abracadabrantesques du Comité international olympique, et en terminant, bien sûr, beaucoup de dérives liées à Paris 2024. C'est un peu un livre interdit. Genre, en rigolant, j'ai ça à mon éditeur, c'est un peu un livre interdit, tu vois. C'est un genre de truc, bon, tu verras pas ça forcément sur une chaîne de grande écoute, quoi. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on prend le temps de t'inviter aujourd'hui et de parler de ce sujet. Un des grands sujets, justement, qui ont fait tout de suite le lien avec le livre. Et là, tu vas pouvoir dire, parce que tu as eu l'occasion de baigner dedans et d'être dans ces réseaux, il y a un sujet qui nous intéresse et qui est sorti dans la presse petit à petit parce que, heureusement, aujourd'hui, c'est le premier jour après les législatives, donc on va pouvoir parler d'autres choses. Et le gros dossier qui arrive évidemment en France, autant au niveau politique que médiatique, c'est évidemment les JO de Paris 2024. On a vu récemment de grosses montées de tensions qui ont été rapportées entre le comité olympique et le comité d'organisation des JO 2024 et de manière générale les politiques français. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quels sont le dessous des cartes et les tenants et les aboutissants? C'est Le Point qui a écrit ça la semaine dernière et tout le monde a repris le JDD, etc. Ma première réaction, j'ai appelé, comme je te dis, les fameux pontes de l'olympisme que je connais, du journalisme. Donc Lars Jørgensen, Jens Weinreich, pas mal de mecs des pays nordiques et d'Europe de l'Est. Ils m'ont dit bullshit, dickhead, French press is shit, des trucs comme ça. Pour une raison toute simple, Le Point, avec tout le respect que j'ai pour le journaliste du Point, ça fait 13 ans que je baigne dans les coulisses du sport. J'ai jamais vu un univers aussi compliqué à avoir une source que le CIO. J'ai eu plus de facilité dans mon ouvrage sur les guerres au Yémen à savoir davantage de choses de recrutement de milices et de mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda. Je t'assure que c'est plus facile de remonter des anciens Al-Qaïda au Yémen que de savoir ce qui se passe au CIO. Non mais je suis très sérieux. Hein. C'est quasiment impossible. Alors Le Point, avec tout le respect que j'ai pour eux, je sais qu'ils ont personne. Parce que si les mecs qui sont là depuis des décennies qui les suivent, ils ont pas, c'est pas le mec du Point qui va avoir. Avec tout respect que j'ai pour le mec du Point. Parce que moi, j'en suis incapable et moi, je passe ma vie dessus. Alors, à moins qu'il ait un truc. Puis surtout, les contrats, ils ont déjà été signés. Donc tu crois que le CIO va s'asseoir sur des milliards de droits télévisuels? Jamais. Donc j'ai tout de suite démenti, et quelques heures après, ça a été démenti. Mais il y a l'excuse. C'est les Russes. Ils ont dit ça, après ils ont dit oui, des informations russes. Mais j'adore, parce que les Russes, ils ont gagné le Covid, et là, ils ont gagné, et là, c'est génial. J'adore. Alors attention. Quand tu sais pas, c'est les Russes. Donc... Ouais, mais en fait, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, le CIO, ils se plaignent des Russes. Oui, les Russes, alors que pendant 20 ans, ils ont mangé la gamelle de Vladimir et les oligarques. Ça, c'était dans le livre. C'est ça qui est drôle, parce que je te donne un exemple tout bête pour que les gens ils comprennent l'hypocrisie. Donc évidemment, il n'y aura pas de report des Jeux. La bisbille qui est entre le CIO et la France, c'est pour 2030, c'est pas pour 2024. Pour 2024, ils sont pas contents de certaines choses parce qu'ils trouvent que c'est très amateur. Notamment vis-à-vis de la scène, ça pose un énorme souci. Parce qu'avant, il n'y avait pas de plan B. Hein. Tony Estanguet, il l'a dit, il n'y avait pas de plan B. Hein. Bon, maintenant, il y a un plan B, en fait. Tu te rends compte que bon. Parce que le CO, ils ont dit au bout d'un moment. Et d'ailleurs, je vais donner l'anecdote pour que les gens ils comprennent à quel point on a affaire à une monstruosité.
À la base, ça, je vais donner un élément du livre, parce que j'en ai tellement dans le livre que je peux me permettre, si tu veux. À la base, ce qu'ils avaient prévu de faire pour la scène, et après je terminerai sur les Russes. C'était en juillet. Tu les connais, les études indépendantes? Tu sais, indépendantes, hein. Oh, c'est bon! Ça a baissé, le taux. Et puis là, en fait, vu qu'il y a des problèmes et c'est pas possible, c'est compliqué. Donc à la base, c'est ce qu'ils avaient prévu de faire. Et te faire passer la crème, et en te disant, même s'il y a des soucis, au pire, on dit que le championnat du monde de triathlon 2023 s'était tenu en Angleterre à Sunderland. 57 nageurs ont été intoxiqués, ont terminé à l'hôpital. Déjà, ça vous donne une idée de ce que la famille olympique en a quelque chose à faire du bien-être et de la santé des athlètes. Hein. Parce que la Fédération internationale de triathlon, qui est dirigée par une Espagnole, rien du tout, et le comité olympique, rien du tout. Enfin, il y a un petit billet à faire quand même là. Donc les athlètes, ils peuvent boire des matières fécales et terminer à l'hôpital. Visiblement, ça ne pose de problème à personne. Et en France, on s'était dit, bah, si on nous embête, on va dire que les Anglais ont fait pareil. C'est génial. C'est vraiment, c'est encore une fois, et je rappelle quand même que Anne Hidalgo et Amélie Oudéa-Castéra, ils ont parlé de jeux écolo quand même. Donc peut-être qu'en effet, c'est écolo d'ingurgiter des matières fécales de la Seine. J'imagine qu'en effet, c'est très bon pour le transit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et pour terminer sur nos amis russes, pendant 20 ans, le CO a mangé à la gamelle russe du Kremlin. Attends, les gens russes dans le milieu du sport, c'est pas des gentils. Il y a un chapitre qui s'appelle Meurtre à Samarcande dans mon livre. Parce que tous les mecs issus de l'ex-URSS qui sont dans le sport de haut niveau, c'est rare. Déjà, ils ont tous fait de la prison quasiment. Mais bon, il paraît que c'est pas eux. Il y a toujours des histoires lugubres. Alors là, dans le coup, il y a des grands trafiquants d'héroïne, des meurtres, enfin bon, bref. Et en fait, tu prends, par exemple, Alisher Ousmanov. Ousmanov, les gens du foot le connaissent. Il est actionnaire d'un club en Angleterre, c'est l'Arsenal. Mais surtout, c'est le patron, le président de la Fédération internationale d'escrime. Mais non seulement c'est le président, mais c'est surtout son mécène. C'est-à-dire qu'il faisait des donations de plusieurs millions, sinon la fédération, elle périclitait. En 2017, je crois 2016, ils ont tenu leur grande réception annuelle, pour pas dire leur grande sauterie, au Petit Palais, quelque chose comme ça à Paris. Et je peux te dire que tout le monde était très content, la France aussi. Hein. Et puis, 2020, il va acheter aux enchères à New York un petit carnet, je crois, notice de Pierre de Coubertin original, le manuel, je crois vraiment historique, qui a coûté 8 millions de dollars, je pense que ça l'a coûté. Et il en a fait don au comité international olympique pour qu'il soit exposé au musée olympique de Lausanne. Alors évidemment, mise en scène du président du comité international olympique, hein, le roi soleil, comme on l'appelle, hein, Thomas Bach. Merci mon ami, Thomas Bach, ancien escrimeur d'ailleurs, qui avait été décoré par la Fédération internationale d'escrime de son ami Alisher Ousmanov. Sauf qu'Ousmanov, depuis ce qui se passe en Ukraine, il est sur la liste des sanctions, alors lui il conteste. Il s'est mis en retrait de la Fédération internationale d'escrime, alors je ne sais pas comment elle va survivre sans ses millions d'ailleurs, ça a été remplacé par un grec. Et donc lui, bon, mais si tu veux, comment aujourd'hui les mecs du CO peuvent te dire, oh là là, les Russes c'est pas bien, alors que pendant 20 ans ils ont mangé à la gamelle, alors notamment à Sochi. Hein. Je veux dire, Thomas Bach, le patron du CO, il est décoré par Poutine, comme Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Donc aujourd'hui, en effet, ça existe, il y a du troll farming russe, c'est une réalité, comme il y en a du azéri, émirati, saoudien, pour différents trucs, comme la France et en Afrique d'ailleurs aussi. Hein. T'as plein de pays qui font ce genre d'informations. Et les Russes ont lancé leur propre version, je crois qu'il sera en septembre, c'est les Jeux de l'amitié, quelque chose comme ça. Maintenant, te faire avoir de la sorte, c'est pas les Russes, c'est préjuger de ses capacités et faire je sais pas, essayer de faire du cliquot, parce que jamais le CO va reporter les Jeux, va annuler les Jeux à Paris. Ils ont déjà vendu tous les contrats de diffusion et ils vont scier la branche où il y a plusieurs milliards, mais jamais. Jamais. Non, alors effectivement, c'était pas sur les Jeux de Paris 2024, ça a bien été débunké. Par contre, il y a effectivement les discussions pour l'organisation des JO d'hiver 2030 en ce moment, évidemment. Hein, voilà, c'est la prochaine discussion. Et là, donc, du coup, la France était en position favorable à cause des amitiés. Seule candidate réelle, parce qu'en fait, le CEO lui a donné sa préférence en novembre, je crois, alors que le dossier est honnêtement lamentable. Honnêtement, j'ai de la peine quand je vois le dossier, parce qu'il y a quand même de l'argent qui a été mis. Il y a des gens qui travaillent sur ça. Je me dis, en France, on peut pas être aussi mauvais quand même. Il y a des gens talentueux dans ce pays quand même. Enfin, je sais pas, on n'est pas non plus à ce niveau. Alors, ils veulent le faire entre Nice, Briançon et la Savoie. Pourquoi pas? D'accord. J'ai lu les autres dossiers.
notamment le dossier de Salt Lake City qui était pour 2030, mais Salt Lake va avoir 2034. Hein. Tu compares le dossier français et le dossier de Salt Lake, mais je vais aller plus loin. Hein. La Suisse, ils ont un super dossier 2000. Bon, finalement, il va avoir 2038. Et tu avais les Suédois, mais au CO, ils voulaient surtout pas de la Suède parce qu'ils ont dit la Suède est trop une démocratie. Alors, comme je dis, si la Suède est trop une démocratie, ça veut dire que la France est quoi? Oh, c'est la question. Et donc, ils ont donné, en gros, il fallait que ça soit la France qui l'aide, donc ils sont rentrés en discussion, on va dire, exclusive. Sauf que, non seulement les garanties techniques, tu dois les chercher, mais il n'y a pas de garantie financière. Et l'équipe, par Rachel Prétiri, qui est très forte en olympisme, a écrit il y a quelques semaines, et tu sais, l'équipe, il s'est polissé quand même. C'était polissé. Et quand ils te disent, le budget a vraiment été sous-estimé, c'est que le budget a vraiment dû être sous-estimé. C'est que si elle écrit ça et que c'est validé par les chefs, ça doit tellement être sous-estimé que je ne sais pas quoi dire. Et donc, ils annonçaient déjà un déficit de plus de 400 millions sur le comité d'organisation, donc ça doit être bien plus. Et en fait, c'est le Premier ministre qui doit signer cette lettre. Et Attal a refusé de la signer, la lettre de garantie. Donc déjà, la France a tout envoyé en retard, donc le CO commence à être pas très content. Ils ont dit en gros à Emmanuel Macron, bon, on fait comment? Macron va à tout prix, mais Attal refuse de la signer, notamment parce que le budget a trop été sous-estimé, que alors là, ça va être un gouffre financier, et en plus mal fait. Donc pour le moment, il y a une petite bisbille en haut de l'Elysée, liée à 2030 aussi, parce que déjà, tu as la rivalité entre Oudéa Castéra et Attal qui ne peuvent pas se voir, et Attal a refusé. Et là, pour le coup, c'est une bonne décision de sa part. Parce que tu peux pas signer une chose, en fait, l'État peut pas se porter garant pour quelque chose qui a été totalement sous-estimé, pour une raison toute simple, c'est que les gens, ils attendent quoi? Les postes du comité au comité d'organisation. Je crois qu'Amélie Oudéa Castéra, elle vise quoi? Et je terminerai là-dessus pour que les gens comprennent à quel point on est affaire dans une monstruosité. En France, malheureusement, il y en a qui, il faut connecter. Et on parle rarement de sport. Même les journalistes politiques, ils aiment pas trop. L'année dernière, on a organisé le championnat du monde de ski en France. Je me rappelle plus où c'était. Et Amélie Oudéa Castéra, elle est venue pour dire à quel point l'organisation elle était exceptionnelle. Vous pouvez retrouver les déclarations. Et elle avait promis un rapport. Ouais, je crois que ça va le dire. Et en gros, si tu veux, il y avait un rapport qui devait être fait pour montrer à quel point c'était bien, bénéfique et tout. Le rapport qui devait sortir n'est jamais sorti. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a un déficit de plus de 3 millions minimum, garanti par l'État, évidemment, encore une fois, c'est le contribuable. Et pour ne pas entraver la candidature française et également pour ne pas entraver ses potentielles places juteuses individuellement dans le comité d'organisation 2030 si les Jeux ont lieu, eh ben on n'a rien dit, on a mis ça encore sous le tapis. De toute façon, le ministère des Sports, Amélie Oudéa Castéra, ils ont l'habitude. Hein, l'escrime, sous le tapis. Rugby à 7, sous le tapis. Le ski, sous le tapis. Le hacking du pentathlon de 600 000, sous le tapis. La lutte, sous le tapis. En fait, dès qu'il y a un problème, sous le tapis. Donc là, je te dis, le tapis, j'ai jamais vu un tapis aussi grand. Hein. Mais je trouve que vous êtes bien aigri, monsieur Nicolas. Ce sont les Jeux Olympiques quand même, les championnats du monde de ski. Et voilà. Merci l'organisation splendide, comme elle avait dit, superbe. Bon, elle a fait un trou de plus de 3 millions. Bon. Il y a des médailles à aller chercher quand même. Hein. Ouais. Là, je vous vois tous au cercle Aristote, là. Hein. Attention. Faut respecter un peu. Il y a une Olympiade à aller chercher quand même. Vous n'allez rien dire. Il y a des salaires de 200 à 300 000 euros à prendre au comité d'organisation. Donc bon, ça vaut bien un rapport sous le tapis quand même. Oh. Exactement. C'est beau, hein. Autre question. Alors là, c'est un peu plus au niveau organisation et technique. Comment est-ce possible qu'un pays qui organise des Jeux d'été en 2024 puisse aussi rapidement après organiser des JO Alors, on a déjà eu, bien, il y a beaucoup de pays qui ont eu les deux, mais en général, il y a 10, 15, 20 ans d'écart au moins entre les deux, et là, on est dans la même décennie, ou quasiment. Donc, comment ça se fait que la France ait ce traitement, entre guillemets, de faveur? Pour une raison toute simple, c'est que la France a tout donné aux CIO, de droite comme de gauche. Et je vais te donner une anecdote qui est très importante, qui en fait parle de tous les sports. À l'époque, Nicolas Sarkozy, comme ça permet aussi de montrer aux gens qu'il y a, dans le sport, il n'y a pas de clivage. Hein. Ils sont d'accord sur rien, nos politiciens. Mais alors, dès qu'on parle de Jeux Olympiques ou de compétitions sportives, il y a symbiose. Ça doit être un heureux hasard, je pense. Donc, Nicolas Sarkozy, à l'époque, il veut à tout prix l'Euro de football. Et il promet à l'UEFA exonération fiscale absolue. Bon. Évidemment, Sarkozy n'est pas reconduit, François Hollande.
et ben c'est François Hollande qui va parachever ce que Sarkozy avait promis. C'est quand même beau déjà, hein. C'est quand même magnifique. Et la gauche fait passer une loi incroyable qui explique que les compétitions sportives internationales d'envergure organisées sur le sol français vont bénéficier d'un régime fiscal adapté. Donc en gros, c'est limite une exonération complète. Enfin, j'ai tout mis les détails dans le livre, à condition que ça génère des bénéfices pour la France. Alors on l'a vu, un championnat du monde de lutte qui a été fait en France, ça a fait un trou de quasiment 2 millions, dont plus de 600 000 euros en cash n'ont jamais été retrouvés. Mais bon, il paraît que ça va, c'est bon. Évidemment, cette loi n'est pas du tout respectée, mais c'est pour ça que, en fait, on organise plein d'événements sportifs. C'est que la gauche, à l'époque, a fait passer cette loi, qui est incroyable, enfin, qui est, d'ailleurs, pour le coup, mais délirante. Et évidemment, derrière Emmanuel Macron a parachevé tout ça. On a donné le contrat de ville haute, quand tu le lis, tu dis, mais attends, qui a accepté, quel État peut accepter ça? Je te rassure, les autres États font pareil, hein, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, etc. Mais en fait, la France a tout donné au CIO, de la famille olympique. Tu verrais Emmanuel Macron, moi je vous conseille vraiment de regarder ces entretiens avec Thomas Bach, le patron du CIO. Il lui sert du président à toutes les sauces. Oh président, 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 mais tu te demandes qui est le président, qui est le chef d'État. Hein. Et donc il y a une proximité réelle entre la France et le CIO, même si là il commence à être mécontent, comme la FIFA l'était d'ailleurs. Hein. La FIFA est devenue très mécontente après toutes les promesses non tenues d'Emmanuel Macron pour attirer la FIFA. Ça j'en parle dans mon livre L'industrie du foot pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pour ça qu'en fait ils ont voulu leur donner ça. Ils n'ont pas voulu donner à la Suède parce que trop démocratique, et ils ont privilégié la France à la Suisse, je pense, parce qu'il y a moins de contrôle et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que le dossier en l'état, le dossier français n'est pas bon. Techniquement, il n'y a même pas de garantie financière. Et là, je crois qu'Attal a jusqu'au 11 pour signer la garantie. C'est la vraie question aujourd'hui. Parce que le CEO n'a pas de solution de rechange, vu qu'ils ont fait une décision, ils se sont dit on va choisir la France. Ils sont entrés en discussion presque exclusive depuis octobre-novembre. Et l'idée, c'est d'avoir Salt Lake 2034 et la Suisse potentiellement 2038. Voilà. Au CIO, l'un des surnoms de Thomas Bach, c'est de Kingston, le roi soleil. Ouais, justement, on rappelle que Thomas Barr est situé au-dessus d'un chef d'État. D'ailleurs, voilà, tu avais quelques histoires là à raconter, justement, que Macron lui donnait du président, 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 et puis que, voilà, tu en as plein des histoires comme ça. Écoute, en fait, c'est pas qu'il est au-dessus, c'est que les présidents et les chefs d'État le mettent au-dessus. Et surtout qu'ils acceptent. Enfin, je te donne un exemple qui, moi, m'a vraiment choqué. Dans le contrat de ville haute signé par Paris, il est noté que le comité d'organisation donc de Paris 2024, donc les Tony Estanguet, Taubois et toute la fine équipe, là, doit veiller à ce que l'État ne s'engage dans aucune discussion avec les sponsors, etc. Donc, tu imagines quand même que le CIO a fait signer à la France. Donc, le CIO fait signer à la France que son comité d'organisation doit veiller à ce que l'État fasse quelque chose. Donc là, c'est le rapport de force, il est complètement inversé. Tu as le CIO, tu as le comité d'organisation qui doit veiller à ce que l'État en dessous fasse quelque chose. En fait, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. J'ai dit non, mais personne ne peut signer ça. Tu es en train de dire que Tony Estanguet et la fine équipe, là, ils doivent veiller sur l'État. Et l'État qui signe ça. En fait, à partir de là, ne serait-ce que cette ligne, plus l'interdiction de manifester, enfin tout ce que tu veux pendant les Jeux, mais qu'un État accepte ça, me fait dire à quel point c'est une monstruosité cette famille. En fait, faut replacer ça dans un autre contexte. Il n'y a aucun autre contexte où un comité d'organisation aussi brinque-ballant en plus soit au-dessus d'un État. Transpose ça dans un autre secteur, je sais pas, fiscal, ce que tu veux, admettons le BTP, jamais. Ou l'énergie. Tu vois un comité au-dessus de l'État? Non. Non. Mais pour le sport, oui. Il y a une dernière grande question, Romain. Évidemment, tu vas suivre assidûment ce qui va se passer ces JO et autour, donc l'aspect sportif et l'aspect hors du terrain. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pressens qui peut arriver? Qu'est-ce que tu vas suivre le plus en termes de gros dossiers? Où est-ce que ton flair de journaliste va aller durant cette période agitée des JO de Paris 2024? Bon, déjà, c'est un désastre financier, notamment sur le marketing.
faut voir à quel point les produits sont horribles et nombreux. Non, non, mais c'est honteux. Parce que ça a été validé, enfin, c'est honteux. En fait, si tu veux, moi, ce qui me gêne, c'est que le comité d'organisation s'est servi avec des appels d'offres, j'imagine un jour qui seront traduits devant la justice ou qui vont se étudier, pour les copains. Et certaines sociétés françaises qui avaient des difficultés, comme le Coq Sportif, qui n'est même pas capable aujourd'hui d'assurer. En plus, ils ont des retards, on a dû leur consentir un prêt, enfin, c'est une catastrophe. Il y a plein d'entreprises comme ça, c'est le catastrophe. Par exemple, l'entreprise, le Slip français, je crois que ça s'appelle, ils ont obtenu plein d'appels d'offres pour des produits marketing, mais des chaussettes à 40 euros, faut arrêter, tu vois, et le slip à 40 euros, faut arrêter, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est grotesque. C'est grotesque. Les gens peuvent aller voir, et puis en plus, c'est horrible, souvent. Donc, il y aura un manque à gagner parce qu'ils avaient attendu tant de recettes marketing que tu n'as absolument pas, qui sont pas du tout dans les prévisions. Je sais, par exemple, j'en ai parlé avec, tiens, je vais te donner un exemple. Tu vois qui c'est, Nota Bene? Sur YouTube? C'est un créateur de Oui, tout contenu à fait, vis-à-vis le de... créateur Benjamin Briot. Benjamin Briot, créateur de Donc, gauche historique. voilà. Donc, écoute, il a fait des vidéos liées, et donc, parce que lui, quand même, il est très transparent. Quand il a sponsorisé, etc., une vidéo, il le dit très bien, contrairement à d'autres. Et donc, il a fait plusieurs vidéos liées aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai vu avec lui, si tu veux, pour voir comment ça a été fait. Et en fait, ce sont les sponsors, limite, qui passent commande. Et en fait, j'ai fait le tour avec d'autres. Et je te parle de lui, parce qu'on en a parlé très tranquillement, si tu veux. Donc, il m'expliquait, lui, c'était, je crois que c'était avec EDF, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, le comité d'organisation, il n'y a aucun créateur de contenu aujourd'hui qui veut refaire du contenu avec eux. Tellement ils ont été abominables. C'est-à-dire, ils sont en retard, ils t'énervent pour une virgule, pour n'importe quoi, ils veulent tout contrôler, sauf qu'ils savent pas. Enfin, c'est un amateurisme prodigieux. Et en fait, dis-toi que ce sont les sponsors en fait des jeux, sponsors même pas ramenés souvent par le COJO, mais par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les LVMH et tout, à un moment donné, c'est au sommet, on a dit bon, faut vous venez quand même. Hein. Parce qu'en fait, ils n'ont même pas été capables de ramener eux, tellement c'est une bande de... Et si tu veux, même les créateurs de contenu sont choqués du manque de professionnalisme. Donc, je m'attends à beaucoup de problèmes. Évidemment, il y a les épreuves maritimes qui posent un grand souci. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, on a un plan B pour la scène, etc. et tout, mais voilà, c'est quand même une organisation qui diffère des derniers jeux où tout était prêt quand même longtemps à l'avance. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a le problème de la cérémonie d'ouverture, ça j'en parle très longuement dans le livre, notamment au niveau sécuritaire. Et ça, c'est la folie de l'Elysée. Je dis juste un truc, à un moment donné, tu as les Américains et les Israéliens qui ont dit mais on va arrêter les conneries maintenant en fait. Vous allez arrêter les conneries en parlant à l'Elysée. Hein. En disant mais vous êtes complètement fous. Il y a des problèmes, il y a énormément de problèmes même sur le terrain. C'est un désastre. En fait, ça va marcher au final, mais il y aura des couacs. Sur les transports, il y a plein de choses qui sont pas prêtes en fait. Littéralement, la France, en fait, je vais te dire, hein, des fois on entend la Coupe d'Afrique des Nations, les pays sont pas prêts. Mais aujourd'hui, je veux plus entendre un seul politicien français dire ça. Hein. On est au même niveau. La Côte d'Ivoire, par exemple, pour la dernière CAN, était plus prête que la France ne l'est aujourd'hui pour les JO. Tu prends le dossier de base et tu prends le dossier aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir. Notamment les lignes de métro qui étaient promises, etc. Il n'y a pas de désenclavement de la capitale. Enfin, je te parle pas de la gratuité des transports, etc. Et puis après, écoute, je terminerai juste par ça. J'ai quand même du mal avec une compétition où le CEO gagne tout et les athlètes gagnent zéro. Le CEO redistribue 0 € aux athlètes. Ce sont les pays qui redistribuent selon les médailles, etc. Le CEO redistribue 0 €. Et c'est eux qui gagnent tout. Après, c'est bien, je trouve, tu vois, c'est magnifique pour plein d'athlètes, notamment des disciplines comme le tir à l'arc, tu peux prendre dans l'escrime, le pentathlon, des gens dont on parle pas forcément. Tu vois, hier, j'étais au téléphone avec un archer tchadien qui s'appelle Israël, qui a 36 ans, s'est qualifié pour ses premiers JO. Et il y a 10 ans auparavant, il était à N'Djamena, la capitale tchadienne. Avec ses collègues féminins et masculins, il se crée lui-même les cibles en carton. Et aujourd'hui, il fait partie des 64 archers retenus. C'est exceptionnel. Ça, c'est une grande histoire. Tu vois, donc, j'ai beaucoup de respect. Pareil, j'ai interrogé un judoka du Niger, Ismaël Alassane, dont le grand frère avait déjà fait des Olympiades. Et là, c'est sa deuxième de suite, en moins de 66 kilos, je crois, 63. Tout ce qu'il a dû faire, etc. Donc, non, il y a des gens que je connais, puis l'équipe de France de basket, quand même, aussi, parce que ça va être sympa.
Bah, c'était Mais ma dernière écoute, question. C'était ma dernière question parce que c'est tombé ce week-end. C'est quand même notre sport commun, Romain, donc je ne pouvais pas. On termine par quelque chose de positif parce que si tout bien se sûr. déroule bien au niveau de l'organisation, on aura une belle compétition de basket avec donc 3 groupes qui ont été annoncés. Les qualifications, les derniers tickets ont été distribués ce week-end au moment où on enregistre le Avec lundi. la Grèce, Le lundi 8 juillet, donc les derniers tickets sont tombés, notamment la Grèce. On va avoir des très jolis groupes, notamment l'Espagne. le groupe A. Je voulais justement t'entendre sur la sélection finale de Vincent Collet, les 12 joueurs. On a vu que notamment Eli Okobo et Théo Malédon ont été évincés du groupe, T'as et coupé. donc il va compter 12 joueurs, dont une raquette absolument monstrueuse. Qu'est-ce que tu penses de cette sélection et qu'est-ce que tu attends de ce tournoi olympique? Ouais, écoute, c'est comme d'habitude, je pense que c'est la discipline collective, en tout cas, la plus attendue mondialement. Il y aura le 3-3 aussi qu'il faut pas oublier. Et puis il y a quand même l'équipe féminine également qui a une belle sélection. Et le basket féminin est de plus en plus relevé. Mais dans le basket masculin, que te dire, tu as la Grèce qui s'est qualifiée, et avec Nick Calactes et Giannis et tout ça, attention. Maintenant, on va voir pour la France, qui est une équipe qui a rien à voir avec l'échec qu'elle a eu au championnat du monde dernier. Écoute, moi j'ai vu la liste un peu avant, notamment pour Mathieu Strazel, je savais qu'il en faisait partie. Je pense que la France va défendre le plomb, et puis voilà, tu as quand même Victor Wembanyama qui te change tout. Ça va être génial à voir ça. À l'intérieur, j'ai jamais vu ça. Gobert, t'imagines, tu as, pour ceux qui connaissent, mais Gershon Yabusele, qui est un des meilleurs joueurs d'Europe, Le meilleur ailier il est fautif. remplaçant. Le meilleur ailier Et, fautif. et, et Mathias Le Sort, qui a dominé toute la saison d'Euroleague avec le Panathinaikos et qui l'année dernière au Partizan Belgrade, est une légende. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des Français qui sont des légendes dans les plus grands clubs européens. Après, peut-être en un extérieur, va falloir qu'Evan Fournier, mais bon, voilà, qu'il se remette en chauffe, et puis Nando, mais ça va défendre le plomb, et non, l'équipe, elle est incroyable. Et en plus, là, pour ceux qui même connaissent pas le basket, ce qui est beau, c'est que dans la jeune génération française qui arrive, notamment Bilal Koulibaly, également quand NBA, et Victor Wembanyama, ce sont des têtes bien faites. Ce sont des têtes très bien faites. Et c'est des bons Même gamins. au niveau intellectuel, au niveau, tu vois, Mais c'est des de bons gamins, les l'ambition, jeunes. mais du travail. Ah, mais non, mais déjà, il suffit de les entendre, etc. Puis quand tu te renseignes, c'est des gens qui travaillent énormément, ils veulent être dans les meilleurs, et puis voilà. Pour le coup, je vais te dire, la France a d'excellents représentants. Autant il y a des dérives, tu vois, notamment là, ce que j'ai vu là, avec le rugby, là, l'autre fou furieux là, qui a fait sa vidéo là, il y a quelques jours là. Là, je vois dans le basket, je suis ultra critique de la fédération, tu le sais bien, on en a déjà parlé, elle est honteuse. Par contre, les représentants, les joueurs là, la jeune génération qui arrive, ben, je vais te dire, ils font honneur à la France. Tu vois, des Mathieu Strazel, des Bilal Koulibaly, un Zachary Rissagé plus tard, là, il fait pas les JO. Mais les trois jeunes qui sont là, Strazel, Wembanyama, Koulibaly, bah écoute, c'est très très bien. Puis t'as quand même les anciens comme Andrew Albici qui sont là. Seule déception, c'est Vincent Poirier qui s'est blessé malheureusement le pauvre pendant cette préparation. Sinon il aurait été. Donc une pensée pour lui parce que ça va être quand même terrible de louper ça. Mais tu vois le mec bon esprit. On a un peu échangé par message, etc. Et je te dis, il y a un rapport. Ce sont des stars hein, en Europe, même au niveau international. Une belle humilité, donc ça fait plaisir. Et puis on rappelle, ce sera le dernier point, ce sera un peu la consécration hein, pour toute cette génération qui a tenu l'équipe de France pendant les 10 dernières années, les Nicolas Batum, les Evan Fournier, les Rudy Gobert, etc., qui vont après progressivement Fournier Gobert, oui, mais Fournier Gobert, ils peuvent continuer encore. Oui, ils peuvent continuer, mais il faut progressivement laisser la place gentiment dans les années prochaines à cette nouvelle génération, mais là qui voulait vraiment arriver au top pour ces JO et qui vont pouvoir, j'espère, en profiter très longtemps. Là, je vais te dire quelque chose. Moi, j'aurais pas été choqué de voir Nicolas Batum porte-drapeau. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui l'aurait mérité parce qu'en plus, il a dit, rappelle-toi, c'est lui qui avait expliqué publiquement les soucis liés d'organisation vis-à-vis du basket, vis-à-vis du Paris 2024 aussi. Je pense qu'on lui a fait payer ça. Mais c'est quelqu'un qui a donné 15 ans, même plus 20 ans avec en sélection jeune, qui a toujours été là. Bah, je trouve que c'est de la France. Donc c'est bien, c'est beau. On parle souvent de choses négatives, tu vois, mais là, je trouve ça très bien. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Romain. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Le Livre Noir des Jeux Olympiques, qui sort aujourd'hui. D'avoir déjà pris par les commandes. Hein, donc voilà, on va attendre que on en réimprime pour pouvoir vous le procurer. Oui, parce que les 3000 exemplaires qu'on a fait, si tu veux, la couverture, il y a des, je sais pas comment elle a été faite, mais ça a été imprimé en France avec du papier français, ce que tu veux. Mais en fait, c'est une machine vieille de 80 ans qui a fait l'impression pour la couverture qui est particulière.
Mhm. Donc ça fait que les 3000 premiers auront, c'est vraiment une pièce de collection presque. Et là, on va devoir réimprimer, mais forcément, les autres n'auront pas ces dorures, etc. D'une vieille machine, donc si tu veux, de l'artisanat français. J'ai presque envie de dire du génie français. Donc voilà, on a mis aussi du soin pour en faire un bel objet, pas trop long ni trop court, pas un énorme prix. Donc n'hésitez surtout pas, en effet. Donc merci beaucoup. Et puis bah, évidemment, tu es le bienvenu quand tu veux sur la chaîne du Cercle Aristote. Bien entendu, tu es comme chez toi. Merci beaucoup, Romain. Je vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.